Bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans cette émission Africaine Podcast TV. Cette émission est consacrée à l'actualité africaine sur tous les domaines, politiques, économiques, culturels, historiques, et aussi avoir des invités de grandes personnalités. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Mamadou Aliou Barry. Il est le directeur du Centre d'analyse et d'études stratégiques. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Nous avons vu ce qui s'est passé le dimanche en Guinée. Personne n'y attendait à cela. Quand même, moi, je n'attendais pas un coup d'État en Guinée, quand même, surtout en ce moment. Donc, quelle analyse faites-vous par rapport à la situation en Guinée? Oui, c'est une situation, je pense que ce qui s'est passé en Guinée aujourd'hui, ces jours-ci, est le fruit de ce que Alpha Condé a entrepris depuis l'année dernière pour mettre en place tout un mécanisme pour s'octroyer un troisième mandat. Si vous vous souvenez, il a commencé d'abord en 2019 à présenter un projet de constitution qu'il a fait modifier. Il a fait valider ce projet par l'Assemblée nationale et il a promulgué une autre constitution qui n'avait rien à voir sur le projet qui a été validé par l'Assemblée. Donc il s'est octroyé dans des conditions très difficiles un troisième mandat qui était vraiment contestable. Est venu s'ajouter à cette situation une situation économique ces derniers temps extrêmement difficile parce que sur les trois processus électoraux, c'est-à-dire référendum constitutionnel, élection législative, élection présidentielle dans la même année, il a refusé tout soutien extérieur. Il ne pouvait pas les obtenir parce que toutes les institutions internationales, que ce soit l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies, refusaient qu'il s'octroie un troisième mandat. Donc il a puisé sur les ressources internes, notamment les ressources tirées de la bauxite, pour organiser son processus. Au sortir de cette élection, il s'est retrouvé avec un État sans budget. Il n'y avait plus de ressources financières. Et grosso modo, récemment, il y a quelques mois, il a eu encore l'audace, malgré cette crise économique, d'augmenter le prix du pétrole, de l'essence à la pompe, qui est passé de 9 000 à 11 000. Jusqu'à 4 ou 3 mois, là, 1 kilo de viande qui était vendu à Conakry à 32 000 francs est passé à 75 000, voire 100 000 francs dans certains endroits. Donc, tout était réuni pour une implosion économique et sociale. Mais le fait déclencheur de cette prise, de ce coup d'État est lié à une vraie dissension entre l'instrument qu'il a créé qui s'appelle les forces spéciales. Alors, je vais très rapidement expliquer l'historique de ce corps qui a pris le pouvoir à Conakry. Les forces spéciales, M. Alpha Condé s'est lié d'amitié avec M. Déby et il en a fait de M. Déby son pratiquement conseiller militaire. Si vous vous souvenez, quand M. Déby est décédé, le premier chef d'État africain qui est arrivé au chevet de la famille Déby fut M. Alpha Condé. Et quand il est revenu en Guinée, il a décrété 3 jours de deuil national et il a dit publiquement à tout le monde: j'ai perdu mon conseiller militaire. En fait, à côté de la garde présidentielle, M. Alpha Condé a décidé de créer des forces spéciales avec pour mission essentielle, sur le papier, de la lutte contre le terrorisme. Et donc, il a fait appel au colonel Doumbouya, l'actuel commandant des forces spéciales, qui venait de terminer sa carrière à la Légion étrangère ici. Et il l'a rappelé à Conakry en 2010. Et tout de suite après, il l'a envoyé à Dakar pour faire la formation à l'école d'application d'infanterie de Thiès dans la région du Sénégal. Donc, au retour, grosso modo, petit à petit, il a fait passer lieutenant-colonel et colonel. Il lui a donné tous les moyens aux forces spéciales, un bon équipement entraîné par les militaires et par les Américains. Bien sûr, on va parler de Mamadi Doumbouya, mais avant tout d'abord, Alpha Condé a-t-il fait une erreur de fait qu'il a violé la Constitution? Oui, mais si vous vous souvenez, tous ses amis, même ses amis les plus proches, qui l'ont conseillé de ne pas aller sur ce créneau de troisième mandat, il a refusé, il s'est entêté. La question que beaucoup de gens se sont posées, après 10 ans de gouvernance avec des résultats catastrophiques, quel était l'intérêt pour lui si c'est de ne pas s'accrocher au pouvoir
d'obtenir un troisième mandat. Pourquoi faire? D'autant plus qu'il a eu 10 ans. Et si vous vous souvenez, ce qui est quand même déplorable, c'est que de 2010 jusqu'à maintenant, M. Alpha Condé est resté au pouvoir à travers des scrutins électoraux complètement biaisés. Vous vous souvenez qu'en 2010, après le premier tour, il a eu 18%, et il a fait de telle sorte qu'on organise le deuxième tour uniquement 5 mois après. Donc, il est passé président de la République. En 2015, il a fait un coup KO, comme M. Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire. Donc, de 2010 jusqu'à maintenant, il a gouverné dans un système de crise politique. Et la goutte d'eau, ça a été le forcing pour le troisième mandat. Et je pense qu'il a commis une erreur monumentale de s'octroyer un troisième mandat dans une situation économique et politique complètement complexe. C'est bien sûr, mais il y a certains Guinéens qui sont contre cette coup d'État, mais la plupart des Guinéens sont, d'une part, sont soulagés du fait que les militaires ont fait un coup d'État, parce que la plupart des Guinéens demandaient à un coup d'État, même si ce n'est pas flagrant, mais sur les réseaux sociaux, bien, certaines rumeurs circulaient dans la rue que les militaires devraient faire un coup d'État. Qu'en pensez-vous de cette coup d'État? Pensez-vous que c'est un soulagement pour la population guinéenne? Non, mais moi, je suis tout à fait... je suis en phase avec la population guinéenne. C'est un coup d'État qui est venu au bon moment, parce qu'il faut savoir que dans tous ces pays d'Afrique où il y a un régime autoritaire, qu'est-ce que celui qui gouverne, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il met sous sa botte, sous sa responsabilité, toutes les institutions républicaines. Il commence d'abord par phagocyter la Cour constitutionnelle, qui est censée valider les lois. Il met sous sa coupe la commission électorale, qui est chargée d'organiser, de valider des processus électoraux. Il met en place une assemblée nationale qui est sous ses ordres. Et qu'est-ce qui reste à la population? Il ne reste qu'une seule entité qui peut mettre fin à ça, c'est les militaires. Vous prenez le cas qui s'est passé au Mali, il a tripatouillé la constitution, il a organisé des élections législatives pour s'arroger une assemblée nationale à sa dévotion, mais la population est sortie. La seule entité qui est capable de mettre fin à ça, c'est les militaires. Aujourd'hui, en Afrique francophone, il y a un débat sérieux qui se pose, parce qu'aujourd'hui, les coups d'État constitutionnels doivent être placés au même niveau que les coups d'État militaires. C'est-à-dire, quelqu'un comme Alpha, qui a fait un coup d'État constitutionnel, c'est équivalent à un chef d'État, à des militaires qui ont fait un coup d'État. C'est pareil, parce que Alpha a fait un coup d'État constitutionnel. Et la CEDEAO, à mon avis, a eu tort de ne pas faire respecter la charte de bonne gouvernance. Parler de la CEDEAO, de l'Union africaine, mais avant tout, mais selon vous, qu'est-ce qui a poussé les Pouces à faire un coup d'État contre leur maître? C'est-à-dire, comme vous l'avez si bien mentionné, on parle, Mamadi Doumbouya a été formé en France et les jeunes français, mais d'une part, Alpha Condé a pris toutes les responsabilités, a pris toutes les matériels qu'il faut pour aider Mamadi Doumbouya à se former, ou bien les forces spécialistes. Qu'en pensez-vous de cela? Qu'est-ce qui a poussé les Pouces à faire un coup d'État contre leur maître? Alors, c'est une question extrêmement intéressante. En fait, Alpha Condé a été victime d'un monstre qu'il a créé lui-même. En fait, qu'est-ce qui s'est passé réellement quand il a mis en place les forces spéciales et que les gens ont commencé à faire du travail? Si vous vous souvenez, le 3 juin dernier, le président de la République, M. Alpha Condé, a pris un décret pour créer une brigade d'intervention rapide, qui est exactement la photocopie et des missions plus étendues que les forces spéciales. Parce qu'il s'est aperçu depuis un moment, le colonel Doumbouya n'obéissait pas aux injonctions du ministère de la Défense de Mohamed Diané, et il refusait même de répondre aux injonctions de la garde présidentielle. Donc ils sont venus dire à Alpha, attention. Et plus, c'est que le colonel Doumbouya, qui commandait les forces spéciales, en 2017, il s'est retrouvé au Burkina Faso avec le colonel Goïta, actuel homme fort du Mali, autour de manœuvres organisées par l'armée américaine au profit des forces spéciales de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'était en 2017. Ils se sont liés d'amitié. Quand le colonel Goïta est rentré au Mali, un an après, il a renversé Ibeka. Donc, les gens sont venus dire à Alpha, attention, déjà le type, il n'obéit plus pratiquement à ce qu'on dit. Et là, son ami vient de faire un coup. Il sera tenté de faire la même chose. Donc, ils ont créé cette brigade d'intervention rapide pour faire concurrence aux forces spéciales. Et naturellement, le colonel Doumbouya
a vu le manège, le fait qu'ils ont créé cette unité, c'était pour concurrencer les forces spéciales. Et Bien. il y a une semaine, ils ont décidé de mettre la main sur lui parce qu'il refusait d'obtempérer. Et il a eu vent du fait qu'on voulait l'arrêter, il a pris les devants. Pensez-vous que le colonel, comment il s'appelle, Kouaté du Mali a joué un rôle de fait que c'est un ami sûr, ils ont fait la même formation? Non, pas du tout. Pensez-vous qu'il a joué... Il n'a pas joué un rôle. C'est-à-dire qu'il faut savoir, c'est exactement l'histoire qui se répète. Si vous vous souvenez qu'en 1966, quand M. Kwame Nkrumah a été renversé au Ghana et en 68, Modibo Keïta a été renversé au Mali, Sékou Touré avait dit à l'époque qu'il n'y aura jamais de coup d'État militaire en Guinée. Il a décapité l'armée guinéenne. Alpha Condé, il n'y a pas eu de coup de main de Goïta pour Mamadi Doumbouya. Il s'est dit, si le commandant des forces spéciales du Mali a eu le culot de renverser son ami Ibeka, il n'y a pas de raison que celui qui commande les forces spéciales en Guinée n'ait pas la même tentation. Donc, ils se sont dit, il faut tout de suite le mettre aux arrêts. Et quand il a eu vent de ça, il a pris les devants. Nous avons regardé quelques discours de Mamadi Doumbouya. Il a parlé de rassemblement, de l'unité, ainsi de suite. Donc, selon Mamadi Doumbouya, ils vont rassembler les Guinéens. Alors, selon vous, comment ils peuvent-ils rassembler les Guinéens? Alors, je l'ai dit ce matin dans un média ici, ça c'est des beaux discours. Je pense que les Guinéens ne sont plus naïfs pour s'attarder au discours. Rassembler les Guinéens, c'est très simple. M. Alpha Condé a mis 10 ans pour stigmatiser la communauté la plus importante en Guinée, pour ne pas la nommer, la communauté Peul. Et d'ailleurs, le colonel Doumbouya, dans son premier discours, il a dit qu'il faut qu'on rassemble les 4 régions naturelles, qu'on rassemble les principales ethnies du pays pour que ce soit une vraie cohésion. C'est qu'il a bien compris que M. Alpha Condé a pris 10 ans pour complètement fracturer la société guinéenne en indexant la communauté Peul comme étant celle qui ne doit jamais exercer le pouvoir en Guinée. Donc si aujourd'hui, le colonel Doumbouya veut réconcilier les Guinéens, la première chose qu'il doit faire, c'est de mettre fin au système qui a été mis en place, qui stigmatise la communauté la plus importante de la République de Guinée. Et ça, c'est à mon avis le premier point. Le deuxième point, il y a eu des violences partout en Guinée depuis 2010, parce que je ne vais pas remonter au 28 septembre ou en juillet 85. Depuis l'arrivée de M. Alpha Condé, on compte le maximum de morts, plus de 300 jeunes sont morts. Tous les ans, il y a eu des répressions. Et tous ces gens qui sont auteurs de ces violences sont pratiquement en liberté. Personne n'est sanctionné. Donc, s'il faut rassembler les Guinéens, il faut d'abord mettre fin à l'ethnocentrisme. Il faut sanctionner, mettre à la disposition de la justice tous les gens qui ont été auteurs des violences commises au niveau de la population guinéenne. Là, je pense qu'il enclenche les deux instruments, on peut parler après de réconciliation de la Guinée. Des Guinéens. Alors, pensez-vous que le CNRDA va organiser des élections dans la transparence? Avez-vous confiance en lui? Non, mais là c'est difficile de se prononcer sur cette confiance. Ils viennent d'être mis en place il y a 3 ou 4 jours. Je pense qu'on va attendre déjà de voir le premier signal qui sera visible, c'est la composition de l'équipe chargée de conduire la transition. Si cette nouvelle équipe, est constituée de gens, parce que c'est la spécialité en Guinée, on recycle des gens qui ont été complices, acteurs de la gabégie, de la malgouvernance dans ce pays. Si on recycle ces gens-là, se montrer qu'il y a un signal fort qu'il n'y aura jamais de changement. Par contre, s'ils s'entourent de gens compétents, des gens dont la seule ambition, c'est de redresser le pays, là, les gens diront, oui, ok. Et les bruits qui courent, moi, je ne me limite pas aux bruits, je veux voir la réalité. Donc, j'attends vivement de connaître la composition de l'équipe qui va conduire la transition. Et à mon avis, il serait précipité de parler d'élection, alors que tout le monde sait que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, mise en place, c'est une commission complètement aux ordres du pouvoir en place qui a été démis. Donc, la première chose déjà, à mon avis, une fois que l'équipe a été mise en place, c'est d'instruire le ministre soit de la Justice ou le ministre de l'Administration du Territoire de refaire entièrement le recensement des Guinéens afin que tous ceux qui remplissent les conditions d'éligibilité de pouvoir se faire recenser pour qu'on ait à la sortie un fichier incontestable.
C'est après seulement, à mon avis, qu'on peut parler d'élection. Ok, moi je parle de confiance, c'est-à-dire de fait que nous avons vu ce qui s'est passé au moment de Dadis. Dadis est venu au pouvoir, il avait l'intention d'organiser les élections dans la transparence, il avait l'intention de donner le pouvoir à un civil, mais de fur et à mesure, il a changé d'idée. Donc c'est par rapport à cela, en ce moment, nous voyons des beaux discours, nous voyons cela, ceci, ainsi de suite. Donc je veux revenir sur la question aussi. Qu'en pensez-vous réellement de cette confiance? Pensez-vous qu'il va être comme Dadis ou bien pensez-vous qu'il ne va pas faire les mêmes erreurs que Dadis a commis? Non, mais moi, ça n'engage que moi. Je suis persuadé qu'il ne commettra pas les mêmes erreurs que Dadis, pour deux raisons. La première raison, les Guinéens ont tiré les leçons de 2010. Je ne pense pas, si vous avez observé ce qui s'est passé à Conakry, il n'y a pas eu une grande ferveur, une grande liesse populaire depuis le coup d'État. Les gens sont dans l'attente, dans l'expectative. Donc, il sait très bien que les Guinéens de 2021 ne sont plus les Guinéens de 2010. La deuxième chose, c'est que les gens sont à l'écoute de savoir à quelle équipe il va confier cette transition. Comme je disais tout à l'heure, s'il recycle ceux-là même qui ont été à l'origine de mettre le pays à genoux, ce sera un signal fort pour dire que ça ne changera pas. La troisième chose, c'est qu'à mon avis, la composition des forces spéciales n'a rien à voir avec le fameux CNDD du temps de Dadis. Là, il est composé quand même de gens qui sont bien formés, bien équipés, et à la tête de laquelle ils obéissent à la tête à quelqu'un qui commande les unités. Je pense que cette fois-ci, l'équipe est beaucoup plus homogène que le CNDD qui était beaucoup plus multiforme et protéiforme. Bien, donc on va parler de l'opposition d'une part aussi. Nous avons vu la société civile, nous avons vu l'ANAD faire des discours qu'ils ont confiance d'une part à Mamadi Doumbouya. Donc, pensez-vous que la société civile et l'ANAD doivent être vigilants et pourquoi? Non. Alors là, c'est une question aussi intéressante. Moi, en tant que citoyen libre, je peux m'engager et dire que je fais confiance à la nouvelle équipe qui est arrivée au pouvoir. Mais je dirais que ce serait extrêmement léger pour un parti politique ou la société civile guinéenne de donner un chèque en blanc à la nouvelle équipe qui vient d'arriver au pouvoir. Pour une raison très simple, parce qu'il faut absolument qu'ils soient vigilants. Parce que ceux qui peuvent contrôler cette transition pour ne pas qu'elle dérape, c'est à la fois d'abord les partis politiques et la société civile. C'est pourquoi je dis toujours, le FNDC, par exemple, devait être vigilant, mais des échos qu'on commence à avoir, il y a déjà, comme les Guinéens savent le faire, il y a déjà des Guinéens qui commencent à accourir vers Conakry avec leur CV pour dire, voilà, on se met à la disposition de la nouvelle équipe, on est là. Il y a beaucoup de vendeurs d'illusions et je pense qu'il faudra que la nouvelle équipe au pouvoir soit très attentive aux Guinéens qui sont des marchands d'illusions et il faudra que la société civile et les partis politiques de l'opposition ne donnent pas un chèque en blanc à la nouvelle équipe qui est en train d'être constituée à Conakry. Bien, donc selon vous, comment la société civile et l'ANAD peuvent se mettre ensemble pour aller devant Mamadi Doumbouya avec une seule voix? Comment peuvent-ils faire cela? À mon avis, ils devaient d'abord éviter l'erreur qu'ils ont commise en 2010 de participer dans l'équipe gouvernementale. On ne peut pas être opposant et avoir envie de changer le pays et de participer à la gestion de la transition. Je pense que ce serait une erreur monumentale que le FNDC ou les partis politiques de l'opposition acceptent de rentrer dans la nouvelle équipe. On doit mettre dans la nouvelle équipe des Guinéens qui n'ont aucune ambition électorale, qui pourront dans les 10 mois, je ne sais pas ce que la communauté internationale va exiger comme délai de transition, mais comme si c'est ce qui se passe au Mali, si admettons on demande 18 mois, la nouvelle équipe n'a pas le droit de se disperser. On ne demande pas à la nouvelle équipe, au bout de 18 mois, de 24 mois, de refaire des routes, de gérer l'économie. On leur demandera juste de nettoyer le fichier électoral, de créer les conditions légales, des conditions optimales pour une vraie élection libre et transparente. C'est la nouvelle équipe élue démocratiquement qui sera chargée de lancer les bases du développement de la Guinée. C'est pourquoi je déconseillerais vivement aux partis politiques, mais ça, je sais que je parle, je tape, je donne un coup de pied dans l'eau, je sais que je ne serai pas écouté, mais ce serait une erreur monumentale que la société civile
et les partis politiques d'opposition acceptent de rentrer dans la nouvelle équipe gouvernementale qui va traiter de la transition. Quel conseil avez-vous à donner à la société civile ou bien à l'ANAD? Moi, je pense que si le premier truc d'abord, c'est que la nouvelle, le CNRD là, qui va gérer la transition, il faut qu'il soit ferme. Il faut qu'ils écartent de la nouvelle équipe tous ceux qui ont des ambitions politiques, parce que ce ne sera pas le rôle d'une équipe de transition. Comme ça, déjà, ça règle les problèmes. Deuxièmement, il faudra absolument que la société civile soit vigilante en disant nous ne participons pas à l'équipe gouvernementale, mais nous sommes là pour veiller à ce que vous respectiez la feuille de route qui sera mise en place, c'est-à-dire qui sera écrite en accord et en relation avec les institutions sous-régionales, notamment la CEDEAO. Il faut savoir que la CEDEAO est actuellement en train de faire une réunion et habituellement, ils vont sortir le même schéma que sur le Burkina Faso, sur le Mali. Ils vont exiger un délai à la nouvelle équipe. Et là, je pense que la nouvelle équipe aujourd'hui en Guinée a un atout indiscutable par rapport à l'équipe du Mali, c'est que la CEDEAO s'est ridiculisée à la fois au Mali, mais surtout en Guinée. Au moment où M. Alpha Condé prônait son coup d'État constitutionnel, moi-même, le centre d'analyse et d'études stratégiques que je dirige, nous avons fait un mémorandum que nous avons envoyé à la CEDEAO pour leur demander d'être au chevet de la Guinée pour empêcher M. Alpha Condé de faire un coup d'État constitutionnel. Ils ne sont pas, non seulement ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas dissuadé M. Alpha Condé, pire, ils ont envoyé des observateurs aux élections que M. Alpha Condé a organisées, et pire, ils ont reconnu la victoire de M. Alpha Condé. Alors aujourd'hui, c'est quand même difficile que la CEDEAO revienne en disant nous condamnons ce qui se passe en Guinée, alors qu'ils ont oublié ou ils ont failli ils n'ont pas condamné ce qui s'est passé il y a un an à Conakry. Donc sur ce terrain-là, la junte a tous les atouts pour faire face à la CEDEAO en disant nous voulons prendre le temps d'organiser des élections, donc on va d'abord mettre en place une vraie administration électorale, on va nettoyer le fichier, nous allons mettre en place une justice pour permettre de au moins commencer à juger les gens qui ont été auteurs de violences en Guinée. Et troisièmement, ce que je dis, je leur conseille vivement tout de suite de remettre le dossier du 28 septembre à la Cour pénale internationale. Parce que pendant 10 ans, M. Alpha Condé n'a pas voulu traiter de ce dossier. Ce n'est pas une équipe de transition qui va être en place pendant 24 mois ou pendant 3 ans qui va gérer ce dossier. L'équipe au pouvoir actuel a tout intérêt à transmettre ce dossier à la CPI. Donc, pensez-vous qu'il est possible de faire le plus vite que possible, nettoyer l'officier électoral et aussi organiser les élections présidentielles de fur et à mesure? Parce que si on prend du temps, ça prend du temps de fur et à mesure. Et vous savez, tellement, c'est comme le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose qui est tellement sensible, qui sens le pouvoir, c'est de la drogue. Hein? C'est de la drogue. Le pouvoir, c'est de la drogue. Donc, quand pensez-vous à cela? Parce que moi, d'une part, je voudrais qu'on nettoie l'officier électoral, qu'on parte aux transitions, qu'on organise les élections de fur et à mesure, mais si on laisse Doumbouya prendre le temps, ça va changer parce qu'il y a les Guinéens qui sont des vendeurs d'illusions, comme vous l'avez si bien dit. Donc, qu'en pensez-vous à cela, monsieur? Alors, moi, si j'étais à la place de l'équipe qui a pris le pouvoir à Conakry, d'abord, personnellement, je vais aller les conseiller de ne pas mettre en place un conseil national de transition. Parce que comment si vous vous souvenez, en 2010, on a mis en place un conseil national de transition parce qu'on sortait d'une liturgie politique depuis Conté. Donc, il fallait un organe législatif. Cet organe législatif a fait un très bon boulot et a pondu une constitution qui date de 2010 qui, bien que n'est pas trop parfaite, mais c'est déjà une base. Aujourd'hui, l'équipe au pouvoir aujourd'hui n'a pas besoin de créer un CNT qui va se retrouver au Palais du Peuple pendant des mois avec des rémunérations faramineuses pour délibérer sur une constitution qui existe déjà. Je pense qu'ils doivent recruter des constitutionnalistes guinéens et africains de haut niveau auxquels on va soumettre la constitution de 2010 pour pouvoir la nettoyer de ce qui est nettoyable. Donc, on n'a pas besoin d'un conseil national de transition. La deuxième chose, ils doivent regarder le calendrier avant de fixer le délai de la transition, c'est de dire combien de temps on va mettre
pour nettoyer le fichier, d'abord recenser les Guinéens, pour faire un nouveau fichier électoral. Si on fait ce délai, on dit on peut faire ça en 24 mois. On peut le faire en 24 mois, ou on peut le faire en 26 mois, ou en 36 mois, ça je ne sais pas. Le rôle de cette équipe au pouvoir, c'est de stabiliser le pays sur le plan sécuritaire, de nettoyer le fichier et organiser, préparer les bases d'une élection crédible et transparente, et de réunir des constitutionnalistes chevronnés pour regarder la constitution de 2010, nettoyer ce qui est nettoyable, pouvoir promulguer celle-là à partir du moment où il y aura une assemblée nationale élue. C'est tout. Mais si on rentre dans le... Parce que les Guinéens sont des champions pour chercher des postes. Je suis persuadé qu'on a commencé déjà à dire à la jeune, il faut créer un conseil national de transition, il faut nommer des ministres. Et deuxièmement, s'ils commettent la bêtise de mettre un gouvernement pléthorique de 35, 25, 40 membres, ça ne servira à rien. D'ailleurs, moi, si j'étais à ma place, on aurait mis une quinzaine de militaires dans le gouvernement et basta. Et ces gens-là, on les demande de gérer le pays le temps de la transition. Bien. Donc, comment voyez-vous l'avenir du pays et quelle est la meilleure solution? Alors, moi, je dirais à ceux qui sont arrivés au pouvoir aujourd'hui en Guinée, prendre le pouvoir, c'est une chose, l'exercer au profit de la population, c'est le truc le plus difficile. Je pense que s'ils pensent que les choses vont être faciles, à mon avis, ils se trompent. La situation guinéenne est tellement détériorée et complexe et compliquée qu'il faudra des gens aguerris, des gens responsables, des gens qui ont l'amour du pays, qui sont là dans le souci de mettre le pays sur les bons rails pour que le pays fonctionne. S'ils rentrent dans les marchandages ethno-ethniques pour dire on va doser comme M. Alpha Condé a fait de façon vraiment malencontreuse et puis ce qui était vraiment dégoûtant pour quelqu'un qui est soi-disant élu de façon démocratique, dire que la primature appartient aux Soussous, l'Assemblée nationale appartient aux forestiers. Il faut qu'on sorte de ces schémas ethno-ethniques. On doit pouvoir mettre à la tête de la Guinée, à la tête des administrations guinéennes, à la tête des ministères guinéens, des gens dont le profit est indiscutable. Qu'ils soient Soussous, Peul ou Malinké, ce n'est pas là le critère. Le critère, c'est la compétence. Aujourd'hui, en Guinée, vous n'avez aucun fonctionnaire, je dis bien, aucun fonctionnaire qui est compétent à son poste. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fonctionnaires compétents. Mais des fois, on prend des gens qui sont compétents, on les met à des postes où ce n'est pas leur profil. Et c'est là mon inquiétude, connaissant bien ce pays, connaissant bien les vendeurs, les marchands d'illusions, les gens qui sont les champions de retourner leur veste. Regardez le gouvernement de M. Alpha Condé. Tous les gens qui ont accompagné pendant 24 ans le général Lansana Conté. Des gens même qui ont participé à mettre Alpha Condé en prison. C'est ceux-là même aujourd'hui qui ont accompagné Alpha Condé jusqu'à sa chute. Bien. Donc, bien. Avez-vous quelque chose à rajouter avant qu'on termine cette émission? Moi, je dirais que j'ai eu une joie très contenue, connaissant la réalité du pays, les difficultés qui attendent la nouvelle équipe. Je veux juste leur demander et leur supplier d'ouvrir les yeux, d'être très attentifs, de regarder ce qui s'est passé dans ce pays depuis 10 ans et de mettre en place, parce qu'aujourd'hui, voilà un pays, au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest, c'est le pays qui a le plus souffert. Moi qui voyage beaucoup, je peux vous assurer qu'il y a des pays en Afrique qui sont en guerre, qui sont mieux portants, mieux armés, mieux outillés, où il faut mieux vivre que la Guinée-Conakry qui n'a jamais connu une guerre civile. Donc je leur dirais de tenir compte de la misère de la population guinéenne, des difficultés. Regardez, vous allez dans n'importe quel moteur de recherche. Vous tapez Guinée, Conakry, ce qui sort, c'est violation de droits de l'homme, c'est tuerie, c'est manifestation. Vous ne verrez nulle part dans les moteurs de recherche quand vous tapez Guinée-Conakry, développement économique, développement social. Donc il faut qu'ils tiennent compte que c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afghanistan. Les Américains ont mis le paquet, ils sont restés 20 ans et ils sont sortis par la petite porte. Donc il ne faut pas que ceux qui viennent au pouvoir pensent qu'ils ont un chèque en blanc. Je pense qu'ils auraient commis une erreur de croire que la population guinéenne leur a donné un chèque en blanc et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie et puis je salue vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup. J'étais ravi d'être en votre compagnie. Merci. Merci beaucoup et bonne soirée. Je vous en prie.
Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission African Podcast TV. N'oubliez pas de vous abonner sur mes comptes sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Alors là, vous ne manquerez jamais une autre émission. Merci beaucoup, à la prochaine.